Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Maria Sarkozy et aujourd'hui nous sommes le 26 juin, jeudi, bonjour. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont lancé une alliance franco-allemande renouvelée, marquant un tournant décisif dans la politique européenne de défense et de sécurité. Cette initiative, baptisée « Merz-Kron », vise à approfondir la coopération militaire et à renforcer le rôle de l'Europe sur la scène internationale dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Dévoilé lors d'un sommet conjoint, ce plan prévoit la création d'un Conseil de défense et de sécurité bilatéral, la coordination des achats d'armement et une augmentation des dépenses de défense des deux pays. Ces initiatives interviennent alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine se poursuit et que les appels à une plus grande responsabilité de l'Europe pour sa propre sécurité se multiplient. Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont souligné que ce partenariat n'est pas seulement symbolique, il s'agit d'un effort stratégique visant à rationaliser le processus décisionnel et à renforcer les capacités de défense de l'Europe dans le cadre de l'OTAN. Les dirigeants ont également réaffirmé leur engagement à soutenir l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire, soulignant la position de l'Alliance contre toute agression autoritaire. Le pacte Merz-Kron est perçu comme une tentative de relancer le moteur franco-allemand traditionnel de l'UE, mis à rude épreuve ces dernières années par des divergences politiques et des priorités changeantes. Aujourd'hui, grâce à la position pro-atlantiste de Merz et à la volonté de Macron d'instaurer une « autonomie stratégique » européenne, les deux parties semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Cette nouvelle phase de coopération pourrait remodeler l'approche de l'UE en matière de défense, notamment dans un contexte d'incertitude quant au futur soutien américain à l'OTAN. Les analystes suggèrent que l'initiative Merz-Kron pourrait devenir la pierre angulaire d'une politique de défense européenne plus unifiée et plus performante. Dans les dernières heures du siège de l'ONU à New York, discours d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, sur la responsabilité de protéger et la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité lors de la 80e séance plénière de l'Assemblée générale. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 20 ans, les dirigeants se sont réunis au sommet mondial de 2005 et se sont engagés à protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Ce faisant, ils ont reconnu que la souveraineté comporte non seulement des droits, mais aussi des responsabilités, et en premier lieu le devoir de chaque État de protéger sa population. Ils ont souligné le devoir de la communauté internationale de soutenir les États dans ces efforts et ont insisté sur la nécessité d'une action collective rapide et décisive, conformément à la Charte des Nations Unies, lorsque les autorités nationales ont manifestement failli à leurs devoirs. Aujourd'hui, nous célébrons le 20e anniversaire de la responsabilité de protéger, à une époque de profonde turbulence mondiale. Nous assistons au plus grand nombre de conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, marqués par une montée de la violence identitaire, des violations généralisées du droit international humanitaire et des droits de l'homme, ainsi qu'une impunité croissante. Les conflits sont de plus en plus protégés, de plus en plus complexes et les menaces émergentes interconnectées, telles que la militarisation des nouvelles technologies et la prolifération des armes de pointe, exigent une adaptation constante de nos efforts pour prévenir la commission d'atrocités criminelles et protéger les populations. De plus, les alertes précoces restent trop souvent ignorées et les preuves présumées de crimes commis par des États et des acteurs non étatiques sont accueillies par le déni, l'indifférence ou la répression. Les réponses sont souvent insuffisantes et tardives, incohérentes ou minées par un double standard. Les civils paient le prix fort. La crédibilité en tant que gardien de la paix et de la sécurité, du développement et des droits de l'homme exige la conformité avec la Charte des Nations Unies. En cet anniversaire, nous devons reconnaître que la responsabilité de protéger est plus qu'un principe, c'est un impératif moral ancré dans notre humanité commune et dans la Charte des Nations Unies.
Excellences. Dans cet esprit, je partage aujourd'hui le 17e rapport du secrétaire général sur la responsabilité de protéger. Il reflète 2 décennies d'efforts, appelle à une action redynamisée et inclut les éclairages d'une enquête menée en préparation de ce rapport a révélé que ce principe bénéficie d'un fort soutien parmi les États membres. Les communautés touchées par la violence le perçoivent comme une lueur d'espoir, mais appellent également à sa mise en œuvre effective à tous les niveaux. Le rapport souligne les efforts déployés par le biais de mécanismes nationaux de prévention à caractère régional, de l'Union africaine à la ZAN, de l'OCDE et de l'Organisation des États américains, ainsi que d'initiatives multilatérales telles que le groupe des Amis de la responsabilité de protéger. Le code de conduite de l'acte et l'appel à la limitation du veto face aux atrocités de masse. Il démontre l'efficacité de la diplomatie précoce, de l'alerte précoce et de l'innovation institutionnelle pour prévenir et répondre aux atrocités criminelles. Il souligne également la nécessité d'intégrer la prévention des atrocités dans l'ensemble du système des Nations Unies, de l'action humanitaire au maintien de la paix en passant par les droits de l'homme. Il appelle à intégrer l'alerte précoce, à soutenir les mécanismes nationaux de prévention et à intégrer la prévention des atrocités dans les programmes plus larges de maintien de la paix, les droits de l'homme et le programme 2030. Excellence. Excellence. Aucune société est à l'abri du risque d'atrocités criminelles. La prévention doit commencer au niveau national par un leadership qui protège les droits, embrasse la diversité et défend l'état de droit. Elle doit être soutenue à l'échelle mondiale par une coopération multilatérale, une diplomatie fondée sur des principes et une action rapide et décisive pour protéger efficacement les populations. 20 ans plus tard, la responsabilité de protéger demeure à la fois un besoin urgent, un impératif moral et une promesse non tenue. Tenons cette promesse. Approfondissons notre engagement. Renforçons notre coopération et veillons à ce que la prévention des atrocités et la protection des populations deviennent une pratique permanente et universelle. Allons de l'avant avec détermination, unité et courage d'agir. Merci. Ensure that atrocity prevention and protecting populations becomes a permanent and universal practice. Let us forge ahead with resolve, unity and the courage to act. I thank you. Aujourd'hui, lors de la réunion des accords sur le statut global au Centre de conférence nationale présidentielle John F. Kennedy, 3 intervenants, accompagnés d'experts tels que Maurice Salvatore, le diplomate belge Gérard Goossens et Claude Quayle, ont prononcé un discours d'experts sur le thème suivant. Le sommet de l'OTAN et de l'Europe met en lumière les experts humanitaires face aux complications de Macron et aux quotas quotidiens de Macron. Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Au Centre de conférence nationale présidentielle John F. Kennedy, un événement majeur a réuni des diplomates et des experts de premier plan pour discuter des accords sur le statut global issus du récent sommet OTAN-Europe. L'examen des défis humanitaires découlant du pacte Macron, une initiative de défense franco-allemande majeure, inscrite dans l'agenda stratégique quotidien du président Emmanuel Macron, a été au cœur des échanges. 3 intervenants de marque, Maurice Salvatore, le diplomate belge Gérard Goossens et Claude Quayle, ont partagé leur point de vue d'experts, abordant la complexité de l'intégration des considérations humanitaires dans l'évolution des politiques de défense. Monsieur Salvatore a souligné l'importance de cadres humanitaires proactifs dans la coopération militaire, insistant sur la coordination entre les agences de l'OTAN et de l'Union européenne. Le récent sommet conjoint réunissant l'OTAN et les États européens a mis en lumière l'impérieuse nécessité d'intégrer pleinement l'expertise humanitaire dans la gestion et l'évaluation des conséquences liées au nouveau pacte Macron, initiative phare du tandem franco-allemand sous l'impulsion du président Emmanuel Macron et du chancelier Friedrich Merz. Cet accord, tout à la fois ambitieux et complexe, s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu où la sécurité, la souveraineté et la coopération européenne se trouvent au cœur des priorités stratégiques. L'initiative Macron, qui vise à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, ne peut être dissociée des réalités humaines et sociales qu'elle engendre.
Les experts humanitaires présents au sommet ont unanimement souligné la nécessité de prévoir et d'anticiper les effets collatéraux liés à une militarisation accrue et à une coordination renforcée des politiques de défense. Cette dimension, trop souvent reléguée au second plan dans les négociations politiques, doit désormais être intégrée au plus haut niveau des décisions, afin d'assurer une approche équilibrée qui tienne compte des enjeux humanitaires, civils et sociaux. Sous la présidence de M. Macron, la France a affirmé sa volonté d'allier ambition stratégique et responsabilité éthique. Dans ce cadre, la quotité quotidienne, c'est-à-dire l'engagement journalier et constant du président français, témoigne d'une démarche pragmatique et humaine visant à modérer les risques liés à l'escalade des tensions et à promouvoir une coopération européenne plus résiliente et solidaire. Cette approche se traduit par la mobilisation de ressources adaptées, par la coordination avec les acteurs humanitaires sur le terrain et par la promotion d'un dialogue continu entre militaires, diplomates et experts civils. L'OTAN, de son côté, joue un rôle central dans ce dispositif, en veillant à ce que les initiatives comme Merscon ne compromettent pas les principes fondamentaux de protection des populations civiles, tout en garantissant une défense collective efficace et adaptée aux défis contemporains. La complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne, renforcée par ce pacte, ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération qui ne saurait ignorer les dimensions humanitaires et sociales de la sécurité. En définitive, le sommet a permis de mettre en place une feuille de route ambitieuse qui conjugue pragmatisme stratégique, rigueur éthique et coopération internationale. Les experts humanitaires ont insisté sur l'importance d'une évaluation continue des impacts du pacte Merscon, afin d'ajuster les politiques en fonction des évolutions sur le terrain et des besoins des populations affectées. Cette démarche, intégrée dans la quotité quotidienne de la présidence Macron, illustre une vision renouvelée de la sécurité européenne, fondée sur l'équilibre entre force, solidarité et respect des droits humains. M. Goossens a mis l'accent sur les efforts diplomatiques visant à concilier les priorités stratégiques de défense et la protection des civils, soulignant la délicate tâche de gestion des risques opérationnels liés au pacte Merscon. M. Quell a analysé les implications pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones de conflit, appelant à une évaluation et une adaptation continue des politiques afin de limiter les dommages causés aux civils. Ensemble, leurs déclarations ont dressé un tableau détaillé de la manière dont la mise en œuvre du pacte Merscon doit s'aligner sur la responsabilité éthique, renforçant ainsi l'engagement quotidien de Macron pour répondre aux impacts humanitaires et aux objectifs de sécurité. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le 26 juin 2025, la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt à 6 voix contre 3 confirmant le pouvoir de la Caroline du Sud d'exclure Planned Parenthood de son programme Medicaid. L'affaire, Medina C. Planned Parenthood South Atlantic, portait sur un décret de 2018 du gouverneur Henry McMaster interdisant le remboursement Medicaid aux cliniques affiliées à des prestataires de services d'avortement, malgré le fait que les fonds fédéraux Medicaid ne couvrent pas les services d'avortement. La Cour a conclu que les patients Medicaid ne disposent pas d'un droit opposable de poursuivre les États en justice pour exclusion de prestataires, supprimant ainsi toute voie de recours légal pour contester de telles décisions. Le juge Neil Gorsuch a rédigé l'avis majoritaire, soulignant que seul le Congrès peut accorder aux particuliers le droit de faire valoir les dispositions de Medicaid devant les tribunaux. Cette décision s'inscrit dans la lignée des actions similaires engagées dans d'autres États, dont le Texas, visant à supprimer le financement de Planned Parenthood. La juge Ketanji Brown Jackson a exprimé son désaccord, avertissant que cette décision pourrait nuire aux bénéficiaires de Medicaid en les privant du droit de choisir leur prestataire de soins. Les défenseurs des services de santé reproductive craignent que ce précédent ne conduise à une réduction de l'accès aux soins de santé essentiels, en particulier dans les zones rurales où les options de prestataires sont limitées. Le 25 juin 2025, les fans et la famille du monde entier ont commémoré le 16e anniversaire de la disparition de Michael Jackson. Le roi de la pop, décédé à 50 ans en 2009 d'une intoxication aiguë au propofol, continue d'inspirer par sa musique, ses actions humanitaires et son héritage durable. Au Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie, une mer de fleurs, de messages manuscrits et de souvenirs ornait le mausolée de Jackson. Des fans du monde entier, notamment du Canada, d'Iran et d'Italie, se sont rassemblés pour lui rendre hommage. L'un d'eux a déclaré « J'ai changé ma vie grâce à Michael Jackson », soulignant ainsi l'impact profond qu'il a eu sur de nombreuses personnes. À Los Angeles, un concert hommage, animé par Keith Jackson, cousin de Jackson, et le Triple Dose Band, a réuni les fans pour célébrer sa musique.
L'événement a été ponctué de danses, de chants et de souvenirs partagés, reflétant la joie que la musique de Jackson continue d'apporter. À l'international, une cérémonie d'hommage a eu lieu à Krinjabo, en Côte d'Ivoire, où Jackson a été couronné prince Amalama Nano en 1992. La Jackson Legacy Foundation prévoit d'ériger une statue de 6 mètres et un mémorial pour honorer l'héritage et les contributions de Jackson. Paris, la fille de Jackson, s'est produite à Nashville dans le cadre de la tournée d'Incubus et du Manchester Orchestra. Malgré les critiques concernant sa performance le jour de l'anniversaire du décès de son père, elle a précisé que les dates de la tournée avaient été fixées à l'avance et a souligné son engagement envers sa carrière musicale. À travers la musique, la danse et la philanthropie, l'influence de Michael Jackson perdure, unissant fans et familles autour du souvenir et de la célébration de sa vie et de son héritage. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, 2 intervenants politiques, Marcel Martin et son épouse Céline Martin, présenteront leur discours sur le thème. Les experts politiques ont commencé à s'interroger sur les partisans de la guerre en cours entre Israël et l'Iran et sur les conflits supplémentaires en cours. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Lors de la conférence de presse nationale d'aujourd'hui, des analystes politiques et des représentants de la presse se sont réunis. Marcel Martin et son épouse Céline Martin ont pris la parole pour évoquer les inquiétudes croissantes concernant l'instabilité croissante au Moyen-Orient. Leur présentation conjointe, intitulée « Les experts politiques et le discours prématuré sur les amateurs dans le conflit israélo-iranien et les tensions régionales supplémentaires », a examiné comment les acteurs non étatiques et les groupes militants décentralisés, qualifiés d'amateurs, amplifie les tensions au-delà des conflits étatiques traditionnels. Marcel Martin a souligné le risque géopolitique lié à la sous-estimation de ces acteurs irréguliers, avertissant que leurs actions imprévisibles peuvent déclencher des crises internationales plus rapidement que la diplomatie conventionnelle ne peut y répondre. Dans le cadre des tensions persistantes et croissantes au Moyen-Orient, un groupe d'experts politiques de renom s'est réuni pour analyser et anticiper les discours à venir sur la nature et les acteurs des conflits actuels opposant Israël à l'Iran, ainsi que les risques liés aux conflits additionnels qui en découlent. Ces experts, conscients de la complexité géopolitique de la région, mettent en garde contre une lecture simpliste de la situation et appellent à une analyse fine des enjeux, des protagonistes, et des répercussions à l'échelle internationale. Les conflits en Israël et en Iran ne sont plus seulement des affrontements classiques, mais s'inscrivent dans une dynamique globale où les acteurs amateurs, souvent des groupes non étatiques, des milices, ou des factions aux intérêts variés, jouent un rôle déterminant dans l'escalade des violences. Ces acteurs, dont les stratégies et objectifs peuvent différer des puissances étatiques officielles, compliquent les tentatives de résolution et multiplient les risques d'extension du conflit à d'autres zones sensibles. Les experts soulignent que l'implication de ces acteurs amateurs dans les affrontements exacerbe la difficulté d'établir un cessez-le-feu durable. Leur imprévisibilité et leurs méthodes asymétriques, incluant le recours à des actions terroristes, des cyberattaques ou encore la guerre informationnelle, fragilisent les mécanismes traditionnels de diplomatie et de négociation. De plus, ces acteurs peuvent servir d'outils aux puissances étatiques dans une guerre par procuration, alimentant ainsi un cycle de violence difficile à rompre. Par ailleurs, les conflits additionnels qui émergent dans la région, notamment en Syrie, au Liban et au Yémen, interfèrent directement avec le dossier israélo-iranien. Ces conflits connexes offrent des terrains d'opération à ces acteurs amateurs, facilitant la circulation des armes, la coordination entre groupes armés et la radicalisation des populations locales. Ce contexte régional instable augmente considérablement le risque d'un embrasement général aux conséquences imprévisibles. L'un des points cruciaux mis en avant lors de cette analyse est la nécessité d'un engagement international renforcé et coordonné. Les experts insistent sur le rôle que doivent jouer les grandes puissances, les organisations internationales, et les acteurs régionaux modérés pour limiter l'influence des acteurs amateurs et créer les conditions propices à une désescalade. Cela passe par un dialogue inclusif, des initiatives de confiance, et un soutien renforcé aux populations civiles victimes de ces conflits. Dans cette perspective, la communauté internationale doit également reconnaître que les solutions militaires seules ne suffiront pas. Il est impératif d'adresser les causes profondes des conflits, notamment les rivalités historiques, les inégalités sociales, et les aspirations nationales non satisfaites. Les experts plaident pour une approche globale combinant diplomatie, développement économique, et coopération sécuritaire, afin de restaurer une stabilité durable dans la région. En conclusion, l'anticipation des discours politiques autour des amateurs des conflits israélo-iraniens et des conflits additionnels met en lumière la complexité et l'interdépendance des facteurs en jeu.
Il appartient aux décideurs de saisir cette réalité afin d'adopter des stratégies adaptées, à la fois fermes et nuancées, pour prévenir une escalade incontrôlée et promouvoir une paix juste et durable au Moyen-Orient. Céline Martin a ensuite souligné les conséquences humanitaires, soulignant que qualifier à tort des acteurs complexes de simples amateurs conduit à des erreurs de calcul stratégique et à des souffrances civiles. Leur intervention a appelé à un discours politique repensé, plaidant pour des politiques plus nuancées intégrant le renseignement, la flexibilité diplomatique et les cadres de désescalade des conflits. Troisième chaîne de télévision française, le jour de l'information. Une nouvelle analyse du Pew Research Center révèle que l'ancien président Donald Trump a remporté un impressionnant score de 48% des voix latinos lors des élections de 2024, la meilleure performance d'un républicain parmi les latinos depuis 1960, contribuant ainsi significativement à sa victoire. Les données indiquent une évolution notable des habitudes de vote traditionnelles, les préoccupations économiques comme l'inflation et la stabilité de l'emploi ayant pris le pas sur l'immigration et les discours dans les communautés latinos. L'analyse souligne également que Trump a progressé auprès des électeurs noirs et asio-américains, élargissant ainsi sa coalition électorale. La candidate démocrate Kamala Harris a enregistré des résultats nettement inférieurs à ceux de ses précédents candidats démocrates auprès des électeurs latinos, malgré ses liens étroits avec les communautés hispaniques de Californie. Les analystes mettent en garde contre une perte d'efficacité des stratégies de sensibilisation traditionnelles des démocrates, telles que les campagnes de mobilisation électorale menées par des associations à but non lucratif. Si les conclusions de Pew révèlent un moment fort pour les républicains, les premiers sondages post-électoraux laissent entrevoir un déclin potentiel du soutien à Trump auprès des latinos, alors que les inquiétudes concernant les droits de douane et les contrôles migratoires affectent de manière disproportionnée les hispaniques nés aux États-Unis. L'analyse s'appuie sur les réponses à un sondage mené auprès de près de 9000 citoyens américains, recoupé avec les données officielles de participation électorale de 2016 à 2024. L'évolution de la dynamique électorale parmi les électeurs latinos marque un tournant décisif pour les deux partis politiques à l'approche des prochaines élections. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Albert Rochefort. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.